commencer par saluer Imagine News. Bonjour Iman. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux téléspectateurs, ça va bien, merci. D'accord. On salue les autres personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Il est 12h30 exactement, nous sommes avec vous jusqu'à 14h. On va commencer tout à l'heure avec Mme Françoise Philomène. Bonjour. Bonjour. Elle est présidente de l'association de solidarité d'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. On nous parlera tout à l'heure de son association et des mesures qui sont prises. Un peu plus tard, vers 13h, nous aurons un débat un peu particulier sur les agissements du harceleur et ses conséquences sur la victime. C'est un débat initié par Mme Cécile Vamur, qui elle-même a été souvent l'objet de harcèlement dans sa profession. On aura d'ailleurs un témoignage anonyme de Thérèse, une salariée qui a été harcelée durant des mois dans une entreprise. Elle interviendra par téléphone. Nous aurons comme invité Raphaël Spéronel, qui est un psychologue qui connaît bien la question, Tania Mangou, qui est avocate, et bien sûr Sandra François, qui est directrice de la GUADAB. Donc un débat sur les agissements du harceleur dans cette période. Voilà. On vous remercie d'être avec nous et puis de temps en temps on aura des informations avec Iman News puisque toutes les demi-heures à peu près nous aurons un retour sur l'actu justement. Mais on fera les titres avec Iman tout de suite qui démarre. Oui, alors aujourd'hui, voici ce qui nous attend. On parlera biodiversité avec la signature du projet protégé lors de la visite de Bérangère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. On fera un zoom sur la consultation publique qui a eu lieu en lien avec le plan climat Air, énergie. On se tournera d'abord vers le contrat pays qui a été signé sur Terre de Haut, puis pour terminer sur une foire aux questions autour de l'insertion et de la formation à Morne-à-l'Eau. Donc on parlera de tout ça. On parlera de tout ça. Exactement. Voilà. Alors, bon, je disais rebonjour Madame Philomène. Alors, j'ai dit que tout à l'heure en off que c'était la journée du handicap. Alors, il y a quelque chose que j'ai appris récemment, c'est que beaucoup de parents qui ont des enfants handicapés n'osent pas le dire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la réalité des choses. Enfin, avant de commencer, je n'ai pas salué tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, mais coucou particulier aujourd'hui à ma chère maman qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, bisous, chère maman, je t'embrasse, je t'aime très fort. Alors, le handicap en Guadeloupe aujourd'hui, vous êtes d'une association. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'handicap en Guadeloupe. Malheureusement, oui. Nous connaissons, là c'est tous les jours, on entend, par l'intermédiaire d'accidents, par l'intermédiaire de naissances, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment au quotidien qu'on entend, effectivement, nous recevons même des personnes, des parents, qui rencontrent en fait des difficultés d'orientation d'un proche en situation de handicap. Et nous, moi, en tant que présidente d'association, donc depuis tantôt, effectivement, j'ai pris cet engagement d'accompagnatrice, je dirais, et d'orienter effectivement ces personnes. Donc, nous sommes une association qui existe depuis 6 ans. Et depuis tantôt, depuis le début, du coup, nous nous battons quotidiennement avec ces personnes, je dirais, pour un bien-être, permettre à ces personnes, en fait, d'inclure, je dirais, la société, puisque nous savons effectivement généralement ce qui se passe. Il y a beaucoup de ce genre de personnes qui refusent, je dirais, l'acceptation déjà d'une part de la situation et d'autre part, du coup, le regard porté de la société sur eux. Donc, nous, c'est le travail que nous mettons en œuvre depuis tantôt, à travers des animations, à travers des voyages, à travers des ateliers, à travers énormément de belles choses, je dirais. Et vraiment, je suis très, très contente de voir comment, effectivement, ils sont nombreux à accepter, effectivement, cette main tendue, je dirais, effectivement, que je lance, donc de façon un petit peu à améliorer leur quotidien, à être acteurs, effectivement. Parce que je vous ai vu la semaine dernière, ou de la semaine de la journée du handicap,
comme on dit, où tu es au four et au moulin. Hein? J'étais tout à fait au four et au moulin, puisque c'est vrai que la nuit du handicap, où la première édition se déroulait sur le territoire de la ville des Abîmes. Donc, il faut savoir qu'effectivement, la nuit du handicap est une association nationale. D'accord. Voilà. Donc, j'ai signé, moi, personnellement, pour que ça se passe sur le territoire des Abîmes. C'était aussi idem pour Pointe-à-Pitre, Trois-Rivières, si ma mémoire est bonne. Alors, il y avait Pointe-à-Pitre, il y avait les Abîmes, Trois-Rivières, il y avait, il me semble, 5 communes sur notre département. Donc, c'est vrai que la date était toute choisie. Hein, donc, voilà, pour un peu encore montrer, accompagner ces personnes, permettre à ces personnes d'être acteurs ou actrices effectivement de leur vie quotidienne, de montrer, de valoriser effectivement leur savoir-faire, leur savoir-être. Donc c'est un petit peu comme cela, l'idée m'est venue, comment les accompagner, c'est-à-dire le matin c'était tout ce qui était atelier, et l'après-midi dans un deuxième temps, tout ce qui était animation, puisque nous étions samedi dernier de 9h30 du matin jusqu'à 20h30 du soir. Donc, il fallait vraiment mettre de croix pour les tenir le maximum de temps possible avec nous. Et puis, c'était vraiment dans une très, très belle ambiance, en fait, que les choses se sont déroulées. Et je revois encore le sourire, non seulement de ces personnes présentes, mais aussi des parents qui m'ont fait des retours vraiment magnifiques, je dirais. Alors, il y a quand même un problème qui se pose, c'est que dans les entreprises, il y a toujours encore une difficulté à intégrer des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Nous le savons tous, malheureusement. Nous le savons tous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a passé en Kadi? En Kadi, c'est vraiment, c'est à force aussi, nous qui gourmet, à force aussi, nous qui connaissons si potes, qu'à la fin des fins, résultat là qui fait. Tout à fait. Tout à fait. En cas, saluer, travailler à tout acteur, toute actrice, mon association qui travaille à l'entour de ces gens-là, ça. Et on ne peut pas dire qu'elle travaille là pour belle journée là, ni encore débuter à faire, mais c'est comme ça nous avons gourmet, comme ça nous avons continué, comme ça nous avons valorisé effectivement le travail là. On a félicité, on a avoir l'eau association, puisque moi, toute association, en sollicité effectivement pour accompagner moi samedi dans les projets là, ça, ils ont tout venu, ils ont tout répondu présent. C'est-à-dire, en gros, ils ont rendu compte, et bien effectivement, que des bandes là grand, et c'est comme ça qu'ils ont accepté tout naturellement, effectivement, le projet là. Alors, Francis, j'ai envie de poser une question quand même. Qu'est-ce qui mène à faire créer l'association là, ça? Bonne question. L'amour. L'amour. Terminé. Oui. En qui dit c'est l'amour. L'amour a accompagné moun, l'amour en son monde, en toujours gourmet, en toujours frappé si porte, en toujours en cas songer en et puis jeune, et c'est ça et en qui dit qui a quel moins de bout. En tout cas en son monde, famille nombreuse, nous les avait en l'offre ça et par exemple en tout cas vampire mango. En tout cas vampire mango, des belles mango à des. Et enfin mango là qui a intéressé moi. Alors, peut-être qu'en cas voir un pépa monter à des, pied bois là trop gros, en passant, en que cherche un bâton qui voyait à des, si le bâton n'a pas réussi, en que prend un wash, mais en toujours t'es assisé en bas et n'empêche, moi t'es trouvé une solution pour me tuer mango là. Eh bien, là c'est ça aussi qui permet d'être femme aussi, hein, continuer le combat là, ça continue militantisme là, ça, il faut savoir que ça a fait 30 l'année passée qu'il y a dans la vie associative. Oui, tout à fait. 30 l'année passée, et bon, c'est vrai que l'âge qui a monté, les années qui ont passé, mais le travail là qui a continué, on a commencé en tant que bénévole, en fait, toute post-association qui tient dans les associations diverses et variées, et on décidé de créer l'association 6PSH, qui a fait 6 ans, et depuis lors, en président de l'association là. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas facile, mais d'après moi, c'est nous et nous seuls. On ne peut pas dire qu'il y a une situation de handicap. Là, on voit une situation de handicap, c'est nous, en cas pensé, qui a mis et bâton, en cas disant, ou c'est mon là ça. Pas ni, parce que moi, objectif en moi, en son monde valide. Ça, on peut faire en tant que monde valide, en cas de monde en situation de handicap, possibilité de faire aussi. Quand il empêche un monde en situation de handicap, il y a un fauteuil de participer en croisière. Quand il empêche un monde, il y a une chaise roulante.
ayant leur île. Quand qui empêche au monde, c'est ça. Donc vraiment, c'est toutes ces bitins-là, ça. À partir du moment que vous, qu'a fait, faut mettre les moyens, les voies et moyens, de façon à accompagner ces gens-là, ça. Mettez moun, c'est vrai, il y a un fauteuil, il peut parler, mais on peut chercher des bras, on peut chercher des poupées, soulever, mettez à des, puis accompagner. Donc c'est vraiment, on ne veut pas tant qu'il n'y baillait pour ces gens-là, ça. Donc, une idée de ça, on trouvait moins à Marie-Galante, il y avait 6 personnes en chaise roulante, mais à pas pour ça, pas fait rentrer à don discothèque. Ouais. Et ça t'est belle. Ça t'est belle. Mais oui, ça t'est belle. Ça t'est belle tout bonnement. On dit, ben tiens, mais peut-être que vous payez lever, vous payez danser. Mais vous rêvez, ben tiens, mais peut-être là, vous écoutez musique là. Et là, peut-être que vous dit, mais vous bien, effectivement, on a l'occasion et en boîte de nuit. Donc, ça fait aussi plaisir. Nous, quand on tout partout, c'est un projet aussi qu'on est. Nous, toujours quand on bat le grand monde. Nous attendons, donc c'est plutôt monde valide. Alors pourquoi pas aussi proposer aussi un bal des PMR? Ouais. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui empêche? Même si nous partons en les balles de 11h du soir jusqu'à 4h du matin pour diverses raisons de je ne sais pas trop quoi, ok, avancer les là, mais ok, proposer au balayo. Donc c'est vraiment, c'est en l'eau l'idée qu'on s'est en tini et en qui mettez en place. Alors justement, tu avais posé une question à ça. Est-ce qu'au niveau à formation, travail à moun qui ont handicap, parce que j'ai souvent mon handicap ni quelques temps incident, mais quasiment bon. Il pas trouver formation parce que là où il y a un handicap, qui c'est un bras, qui c'est en jambe, etc. On veut y travailler, il faut trouver un côté pour former, pour apprendre ces outils-là. Est-ce que ça commence à entrer en pays là? Pour moi, il y a une association qui travaille dans ces bitins-là, ça. Et moi, on peut peut-être poser la question, est-ce que c'est vraiment peut-être connaître, il y a chercher aussi à connaître ces associations-là, ça. Pas fait longtemps, on monde crié moi t'es qu'à dire moi que bon tiens mais ni tonton qui est aveugle et voilà point d'interrogation. Ouais. Sauf que c'est moi qui a dit mais tiens mais est-ce que j'entends parler de telle association de l'UDAG qui existe qui a accompagné mon en situation de handicap. Il dit moi non. Donc, mais c'était tout il était très content, effectivement, de savoir que, ben voilà, de façon à ôter famille dans ça, pour, effectivement, l'association prenne en charge, quitte à ce qu'au lieu de rester toute la journée 6 heures en côté par faire rien, ou ni des associations qui prennent en charge, qui fait des ateliers, des animations, des sorties, etc. Donc, moi, ça, on a dit, en cas lancé un appel à tout le monde, je dis, jour, qui est en situation de handicap en Guadeloupe, orienter, chercher les associations qui tinient, Dieu seul sait, il y en a. Nous avons de quoi travailler. Nous ne pouvons pas jaloux association à monde qui est en situation de handicap dans l'Hexagone. Nous ni aussi on travaille des militantisme nous avons fait aussi dans les territoires là depuis tantôt. Pas fait longtemps, nous étions au festival de Marie-Galante. Ça t'est belle. Oui, ça t'est belle. Oui. C'était première participation à yo, mais ça t'est belle. Mais quand on mène ces monde-là, ça fait. À part de driver, mais de driver, c'était valoriser le travail que yo a fait. Puisque moi, je dis, être en situation de handicap, ce n'est pas une fin en soi. Oui. On est des gens qui sont dans un fauteuil roulant, mais qui ont fait des belles bitins éveillées à yo. Donc, c'était mené en festival là. Nous restions 4 jours à Marie-Galante pour permettre de vendre produits à eux comme tout un chacun. Tout à fait. Mais c'est là qu'on fait une belle rencontre. Oui. Et on a profité, mon Dieu, de féliciter Mme Lassa, de travailler, de l'amour, de l'accompagnement. C'est comme ça que nous venons rencontrer la course santé en mouvement. Et nous avons échangé en l'eau et nous avons l'autre travail nous qui mettons en place à travers l'idée qui a ben moi l'idée aussi qui est moins un peu baillé et on a trouvé ça belle tout bon. Le dernier petit comment dire on bien prévoir ces jours là ça non rien après le 10 juin. Mais vraiment nous toujours ni en l'eau belle bite au contraire prochaine organisation nous ni au contraire début juillet on dit c'est mener on les du gosier. D'accord. Une belle journée, on les dit gosier. Un monde qui dit, mais tiens, mais Madame Philomé, qui j'ai fait pour monter en les canaux là, qui j'ai fait arriver avec sable, avec butin. Non,
ou qui mettez planche, ou qui mettez contre-plaque, ou qui mettez ça qu'il faut. Il est temps qu'on brise, je dirais, ce genre de barrière. Il n'y a pas de barrière. C'est nous, en tête, en nous, médecins, nous qui posons nos questions et tout. Mais si nous réfléchissons, nous disons, médecins, mais voilà, ça peut empêcher de prendre un petit bain, mais ça peut empêcher, en tout cas, personnellement, pour tous habiter en Jaffa éveillé, au mois de février, nous faisons participer au carnaval intergénérationnel. Et c'est là nous remporter premier prix mobilité réduite. C'est aussi des gens qui nient effectivement des idées en tête, des créations qui genre rendent bien plus belles parce qu'on a aussi on charrette à bœuf et décoré aussi et nous remporter troisième prix. Donc c'est météo aussi devant aussi intelligence à yo pour yo savez aussi ben nous aussi des idées. C'est ça qu'on a dit. Ben, moi, Philomène, quoi dire merci et continuer de travailler. C'est vrai carrément ces autres pour invitation là et en disposition à population là, en disposition à monde qui veut rencontrer moi, monde en situation de handicap donc au 40 26 23. Merci bien. Francis Philomène. Tout de suite on revient à l'actualité, c'est la signature du projet protégé lors de la visite de la ministre secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique. Elle était en Guadeloupe hier, il y a encore toujours. Solène Fèvre l'a suivi lors de la signature du projet protégé. C'est parti. Je suis venue signer donc une dotation fonds vert qui va permettre d'accompagner un projet qui est un projet résilient, qui va permettre donc de lutter contre l'érosion de la biodiversité, donc de la protéger, et également de lutter contre les risques d'inondation, et donc ce qui pourrait évidemment avoir un impact sur les biens. C'est important de venir signifier l'aide qui est aujourd'hui acquis grâce au fonds vert. Un fonds vert que je rappelle de 2 milliards d'euros, 150 millions dédiés à la biodiversité. Et ce que j'annonçais évidemment aux acteurs aujourd'hui, c'est que la Première ministre a redit il y a quelques semaines que ce fonds allait être pérennisé. Et donc les 2 milliards d'euros au minimum vont être reconduits dans le cadre du fonds vert l'année prochaine. Il y a des attentes très fortes sur le territoire de la Guadeloupe. Je le sens, il y a beaucoup de projets en attente. Nous souhaitons dynamiser les aires éducatives. Et nous avons la Première ministre qui a annoncé maintenant, il y a 3 semaines, le fait que nous passions de 1000 aires éducatives aujourd'hui à 18 000 aires éducatives en 2030, ce qui est un pas extrêmement important. La Guadeloupe y participe déjà beaucoup avec plus d'une 50aine d'aires éducatives à son actif chaque année. Et donc je souhaite évidemment passer un message à l'ensemble des acteurs et leur dire qu'on a toute confiance dans le fait qu'ils puissent booster les aires éducatives et faire en sorte d'être encore le premier département à en faire sur son territoire, parce que la biodiversité ici le nécessite, il faut qu'elle soit protégée. Ce qu'il s'agit de l'assainissement collectif, il y a un travail à 4 qui est opéré depuis maintenant quelques mois. La situation n'est pas acceptable pour les Guadeloupéens. Et donc nous avons choisi d'agir ensemble pour pouvoir justement faire en sorte de retrouver des normes respectées, parce que nous avons aujourd'hui trop d'eau qui n'est pas assez assainie et qui a un impact évidemment mauvais sur les écosystèmes. On continue à dérouler l'information et on va donc tout de suite se rendre à la CNBT, puisqu'il y avait une consultation publique du plan climat. On reste toujours dans le même domaine et c'est Vianney Valverde qui s'est rendu sur place. On en parle. Ce soir, on est là pour demander à la population concrètement quelles actions vous voulez voir mettre en place sur le Nord Bastère pour les 6 années à venir. Parce qu'en fait, la CNBT décline son plan d'action sur 6 ans. Et pour cela, il semblait important donc, au président de la CNBT de recueillir l'avis des administrés. L'objectif de cette concertation, c'est de co-construire ce plan climat, en fait. Donc, nous avons présenté les éléments de diagnostic et également, nous avons incité la population et les personnes présentes à nous faire part des actions qu'elles jugent pertinentes au regard des enjeux qui ont été évoqués dans la première partie, qui doivent être développés sur le territoire, qu'elles soient d'ordre organisationnel ou ordre structuré. À mon avis, c'est très bien, c'est une très bonne initiative et bon, j'espère qu'après cette conférence, que les choses vont bouger, les choses vont changer, surtout pour nos enfants
nos enfants qui arrivent, il faut qu'on fasse des choses pour pouvoir améliorer leur avenir. Des actions pour la transition écologique, donc des actions pour réduire donc, la production de déchets, des actions pour réduire donc, l'empreinte carbone, donc des actions pour protéger la biodiversité, des actions pour consommer responsable et des actions pour une mobilité plus douce, donc utilisation de transports communs, utilisation de véhicules propres, développement du covoiturage. Voilà, ce sont autant de pistes, mais on est là vraiment ce soir pour savoir ce dont la population a besoin et ce que la population est prête à faire. Voilà, on continue à dérouler l'information et cette fois-ci on se rend en France puisque notre correspondant Maurice Cessé a suivi les dernières informations. On regarde tout de suite son reportage, c'est parti. Au premier rang, je me trouve en compagnie de Jacques Ambrosieux, le président de l'association Accolade, qui va nous parler de la 27e édition des foulées Île-de-France, France des îles, qui va se dérouler le 2 juillet prochain. Alors, un bref rappel de cette manifestation sportive, Jacques Ambrosieux. Ah ben, un bref rappel, c'est-à-dire déjà, c'est une aventure qu'on a commencé depuis de longue date et ensuite qui a progressé, qui a fait son chemin et qui était inscrit dans le calendrier des courses au stade. Habituellement, les coureurs, ils savent à cette époque-là, tous les premiers week-ends du mois de juillet, il y a cette course-là. C'est la course des îles, c'est la course France des îles, c'est-à-dire pourquoi c'est un jeu de mots. Oui, France des îles. Déjà, ça se passe en Île-de-France et ensuite c'est organisé par des gens des Outre-mer. Des Outre-mer, c'est important. Alors, c'est une course, il y a trois parties, 3 options, 3 étapes. Course 5 km, 10 km, 3 km, dites-nous tout. Alors oui, il y a plusieurs courses dans ces foulées, c'est les foulées d'Île-de-France, France des îles. Alors il y a 5 km qui va se dérouler à 9h précis, c'est cadet à vétérans. Et il y a le 10 km. Le 10 km, c'est la course phare, c'est la course du vivre ensemble. C'est la course, la plus convoitée, qui aura beaucoup plus de nombre de coureurs. Et qui est de toute catégorie, c'est-à-dire des habitués, très certainement. Oui, non seulement il y a des habitués des compétiteurs, des gens qui ont l'habitude de faire des courses tous les dimanches ou tous les 15 jours, mais c'est des courses que les gens ils se réservent et ensuite qui est prise en compte par la Fédération française d'athlétisme pour mettre dans leur palmarès. Alors, c'est à 10h le 10 km et c'est toute catégorie, c'est-à-dire même les moins avertis, les moins confirmés peuvent se confronter avec les élites telles que il y a parfois des Kenyans, des Marocains, il faut suivre, et aussi des Antillais qui ont des belles performances sur cette course-là. Et puis il y a une course de 3 km aussi, je vois. Alors, la course des 3 km, c'est plus réservé aux enfants. Les enfants, c'est-à-dire, on a dit à partir de l'âge de 11 ans. Voilà, il est exactement 12h52. On a le temps d'avoir une petite brève. Iman News, première une brève, oui. Oui, on peut avoir une première news. Juristes, comptables, graphistes, ces métiers peut-être vont disparaître avec l'intelligence artificielle. C'est une question qu'on peut se poser. Justement, 24% des métiers pourraient disparaître ou pourraient être mis en question. Le monde est en train vraiment de changer et 30% des travailleurs interrogés selon une étude se disent vraiment inquiets par cette ce nouveau développement de l'intelligence artificielle. On peut aussi faire le lien avec Elon Musk qui a rencontré Macron dernièrement en lien avec le salon Vivatech où ils ont parlé d'intelligence artificielle. Il est vraiment question de mettre une régulation vis-à-vis des réseaux sociaux et d'avoir une approche plus coopérative dans les secteurs de développement en fait. Donc c'est une vraie question qu'on peut se poser. Alors il y a, d'après ce que j'ai compris, juristes, graphiste, expert comptable. Oui, expert comptable, graphiste, artiste aussi, puisque ça touche... 24% comme des emplois, c'est quand même beaucoup. C'est quand même énorme. Bien, merci Iman 12h53. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec nos invités pour le débat sur le harcèlement moral. Je rappelle que nous aurons Mme Chantal Cissé-Vamur, M. Raphaël Spéronel qui est psychologue, Tania Mangou qui est avocate, Sandra François qui est directrice du GUADAV. Et nous aurons aussi Thérèse au téléphone, qui est une harcelée qui tient à garder l'anonymat, mais que nous aurons au téléphone au cours de ce débat tout de suite après la pause.
Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. C'est une émission spéciale puisque c'est un débat sur la question du harcèlement, un débat qui a été suggéré par Madame Cissé. Bonjour. Merci d'être là. C'est la 3e édition d'une série qu'elle a initiée avec nous ici et qui, justement, a posé... D'ailleurs, il faut saluer son courage parce que beaucoup de gens qui sont harcelés dans leur emploi, quelquefois, n'osent pas témoigner. Elle a décidé de témoigner. C'est la 3e émission qu'on fait. Mais avant de revenir au cœur du débat, je salue les invités. Raphaël Spéonel, psychologue. Oui, je viens envie de dire psychologue médiatique. Merci d'être avec nous. Tania Bangou, avocate, merci aussi d'être avec nous. Et Madame Sandra François du Guadave qui est avec nous. C'est la 3e, 4e fois que vous venez cette émission régulièrement, pas de souci. On fait un petit retour sur l'actualité avant de commencer le débat avec Iman News. Retour sur l'actualité où nous avons déjà traité de la signature du projet protégé qui a eu lieu lors de la visite de Bérangère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique. On a parlé aussi de la CNBT qui a fait une consultation publique en lien avec le plan climat, air, énergie. On se tournera tout à l'heure sur la signature du contrat pays sur Terre de Haut, ainsi qu'une foire aux questions qui a lieu sur Morne-à-l'Eau en lien avec l'insertion et la formation des jeunes. Merci Imana. Je disais, Madame Cissé, rebonjour, que vous avez initié toute une série de débats sur cette question du harcèlement. C'est la 3e édition puisqu'on a eu 2 émissions précédentes qui ont eu beaucoup de succès visiblement et qui ont permis peut-être à certaines personnes de se libérer un petit peu. Et vous-même, vous avez subi pendant des années, j'ai envie de dire que ça continue un petit peu d'une autre manière, vous allez le préciser, ce harcèlement. Cette fois-ci, on va parler du harcèlement moral, qui se manifeste souvent par des agissements répétés qui peuvent entraîner ces personnes qui les subit, quelquefois même une dégradation de ses conditions de vie, de travail. Et donc, c'est quelque chose de particulièrement compliqué, difficile. Et quelquefois, je l'ai dit, les harcelés ou les personnes qui sont harcelées ont peur de non pas de se protéger, mais de témoigner, puisque aujourd'hui nous aurons un témoignage anonyme, parce que les pressions sont quelquefois compliquées, difficiles sur les gens qui les subissent. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a un plateau exceptionnel, puisqu'on a psychologue, avocate, Guadave et vous-même. Alors je vous donne tout de suite la parole, Madame Cissé, pour un petit peu replacer ce débat dans le contexte dans lequel nous sommes. Alors je voulais commencer par avoir une pensée pour les parents de Lucas et j'ai oublié son prénom, l'INSEE, qui se sont suicidés il y a très peu de temps. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient du harcèlement moral. Donc c'est pour faire savoir à la population que le harcèlement, c'est un acte qui est très, très douloureux. On essaie de tenir, mais le plus souvent, c'est assez compliqué. La preuve en est, il y a des adultes. J'ai rencontré une dame aussi. Je voulais marquer une minute de pensée aussi pour cette femme-là. Je l'ai rencontrée à Jarry en début de semaine. Et elle m'a dit que plusieurs fois, elle a failli tenter à sa vie parce qu'elle a vécu du harcèlement vraiment profondément à son travail. Elle a tenu parce qu'elle a des enfants. Et je voulais aussi, avant de commencer le débat, remercier tous ceux qui ont été autour de moi, parce que lorsqu'on est harcelé, on a besoin d'écoute. Et ce n'est pas toujours facile de trouver des gens qui ont le sens de l'écoute. Donc, je voulais remercier mon ami Sylvain, ma sœur jumelle, Marc et Manuel, mais aussi la presse écrite et les médias, notamment vous, Monsieur Zantonis, qui avait mis cet espace à ma disposition et qui me sert, qui participe à ma thérapie. Donc, le harcèlement, comme je disais, c'est quelque chose de très douloureux. Et c'est pour remémorer un petit peu la situation aux invités qui sont présents aujourd'hui, parce qu'avant, on en a eu, et je profite pour pouvoir les remercier aussi. Donc, j'ai vécu du harcèlement entre 2011 et 2012. Je travaille au lycée agricole. Mon ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et mon administration de proximité, donc, qui représente aussi... j'ai des trous de mémoire, je vous prie de m'excuser, je suis très mal. Ça arrive. Et aussi l'autorité académique, qui est la DAF. Je ne sais plus où j'en étais, je suis fatiguée.
Je suis très fatiguée, mais je vais poursuivre, excusez-moi. Donc, j'ai vécu ce harcèlement entre 2011 et 2012, et le ministère de l'Agriculture donc, a prêté l'oreille à mon écoute et a déployé au sein de l'établissement une douzaine d'inspections et qui ont mis fin à ce harcèlement. Et ça a recommencé en 2019, où il y a eu un nouveau proviseur qui a recommencé les mêmes choses. Et c'est très douloureux. Vous savez, cette étape-là... Alors justement, j'y venais. Les agissements du harceleur, c'est une stratégie d'utilisation, puis de destruction de la proie, qui commence par un manque de respect. Après, c'est du mensonge, de la manipulation, puis il se transforme progressivement par des conduites perverses. Donc, par exemple, moi, je prendrai mon cas. Donc, c'était des cris, c'était des brimades. Et les deux harceleurs, alors qu'ils étaient différents et à des périodes différentes et ne se connaissaient pas, avaient des fonctionnements qui se rapprochent un petit peu parce que je me suis retrouvée à la rue à un moment donné, en train d'errer au sein de l'établissement, parce que lorsque je suis revenue après un arrêt de maladie, j'ai trouvé que mon bureau avait été cadenassé. La serrure de mon bureau a été changée et je me suis retrouvée au sein de l'établissement à n'avoir ni tâche, ni bureau pour pouvoir me positionner. Ce qu'on appelle un placardage. Voilà, même pas, mais j'étais à la rue carrément. C'est pas parce qu'un placard, vous avez quelque part où vous posez, que là, je n'avais rien du tout. Et sans compter, donc, la première série de harcèlement, j'étais économe au sein de l'établissement et responsable d'une douzaine de personnels d'entretien, de maintenance, etc. Donc, la harceleuse a commencé à m'isoler, à récupérer donc, mon personnel. Et chaque fois que je passais des commandes, parce que j'étais économe, comme je viens de le dire, elle demandait aux commerçants de retourner avec la marchandise que j'avais commandée, de la marchandise qui était destinée à la cuisine, tout en sachant qu'il faut faire à manger au quotidien pour les élèves. Donc, elle voulait me pousser à la faute. Elle cherchait à faire dire que c'est moi qui n'ai pas fait mon travail. J'avais aussi une délégation de signature pour pouvoir signer mes bonnes commandes. Elle s'est arrangée pour pouvoir récupérer le carnet de bonnes commandes et la délégation lorsque nous avons eu un nouveau proviseur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené mes bons pour le proviseur et s'est arrangé aussi pour que le proviseur n'ait pas à signer, que ce soit elle qui signe. Mais elle ne signait pas. Elle laissait donc les bonnes commandes traîner et elle voulait, qu'est-ce qu'elle voulait? C'est que je ne puisse pas passer commande et que le lundi, je sois en faute. On va revenir vers vous tout à l'heure. Je me tourne tout d'abord vers le psychologue, M. Spéronel. D'une manière générale, je ne sais pas, je pose la question naïvement. Le harceleur, il cherche quoi, en fait? Un plaisir sadique, narcissique. Ah oui, tout à fait. Bah oui, ben, s'il n'y a pas de plaisir, il y a pratiquement pas de harceleur. Un plaisir pervers, sadique, narcissique, qui le met en position de prédateur. Sur la personne en multipliant, alors surtout dans le harcèlement moral, en multipliant les petits faits. C'est pas des gros trucs, si c'est des gros trucs, ça se voit, et on peut le dénoncer plus facilement. Mais c'est une somme de petites faits, c'est la mise en place d'une véritable stratégie de pression ou d'oppression dans laquelle il a l'impression de tirer les ficelles ou de jouer un petit peu le marionnettiste avec les personnes, l'institution et l'entourage. Et il apparaît à chaque fois dans son discours, parce qu'en plus, dans le discours un peu pervers qu'il a, c'est un expert du langage. Donc il apparaît un peu comme dans une rhétorique, dans un narratif qui est particulièrement harmonisé, bien organisé. Et on peut et d'une manière générale, avant de voir ce harceleur, on lui accorde un grand crédit. Et donc c'est quand la situation est véritablement arrivée, on est acculé à un certain aboutissement, qu'on peut faire attention et se dire, attends, il y a peut-être quelque chose un peu de pernicieux dans cette affaire-là. Madame Cécile, vous reconnaissez dans ce que disait M. Spéronel? Tout à fait. Parce que le harceleur, on dirait qu'en se couchant le soir, il rêve, il se demande qu'est-ce que je vais encore lui faire pour pouvoir l'anéantir. Et chaque fois, les actes sont de plus en plus douloureux, plus violents. Quelquefois, il vous fait savoir que vous n'êtes rien, que vous avez mal fait votre travail, que je me suis entendu dire, soi-disant, ou qu'à gérer personnel, mais on ne parler créole, mais des choses bêtes. Au cas parler créole, bah, c'est employé là. Vous n'êtes pas le Père Noël, ne croyez pas que vous allez donner plus au personnel qu'on leur donne déjà. Et sans compter mon travail qui était saboté au quotidien. Au quotidien, mon travail était saboté. Et il y a une chose qui est terrible, c'est qu'il y a des collègues, par lâcheté,
Il y en a aussi parce qu'ils ont eu l'impression que vous avez fait plus qu'à un moment donné. Le plus souvent, ce sont des gens qui vous avaient tendu la main, qui eux-mêmes étaient en situation de harcèlement, vous leur avez tendu la main. Eh bien, ces collègues-là se rangent du côté du harceleur. Et ils travaillent en sous-marin, se mettent ensemble avec le harceleur pour pouvoir vous anéantir. Alors, si vous n'avez pas les épaules pour pouvoir supporter ça, si vous n'avez pas des stratégies pour pouvoir vous en sortir, à un moment donné, tout le monde dira que c'est de votre faute, parce que la direction est contre vous, les collègues aussi, mais ne se rendent pas compte que ce sont des gens qui se sont armés, qui se sont démenés pour pouvoir servir de larbin à la direction pour pouvoir vous anéantir. Alors, avant de donner la parole à l'avocate, je vais vous poser la question. Comment vous êtes défendu sur cette affaire, en gros? Alors, je me suis défendue de plusieurs manières. Déjà, j'ai quitté l'établissement à un moment donné, mais lorsque je suis revenue, je me suis... j'ai voulu me professionnaliser parce que, hormis ce travail-là, je fais également de la communication et de l'événementiel. Donc, j'ai eu de la force pour pouvoir m'accrocher aux études. J'ai passé des examens universitaires. Et c'est ça qui me permettait de me droguer pour ne pas penser à ce qui m'arrive et de supporter. Voilà. C'était une thérapie pour moi et c'était aussi une protection. Et je me suis remise aux études et je me suis mise à travailler sur des diplômes pour pouvoir oublier tout ça. Maître Bangou, du point de vue juridique, comment en général on traite ce type d'affaires? Alors, il y a différentes manières de traiter cette affaire. Alors, je voudrais déjà dire et rassurer les téléspectateurs qui sont victimes de harcèlement, et vous aussi, de toute façon, vous êtes passé par là, donc vous en savez quelque chose. Il existe quand même un arsenal légal et juridique pour pouvoir défendre les intérêts de personnes victimes de harcèlement. Alors, nous proposons, je parle en tant qu'avocat, nous proposons plusieurs pistes. La première, c'est bien évidemment de voir aussi, de demander à nos clients, à nos clients qui sont victimes, de rassembler un maximum d'éléments pour pouvoir constituer le dossier. C'est de leur conseiller de se rapprocher, par exemple, d'un psychologue, de professionnels, pas uniquement les médecins, parce que vous savez, quand on est victime de harcèlement, ça ne se voit pas. C'est comme pour le harcèlement, c'est comme pour tout, comment dirais-je, le harcèlement sexuel, d'autres formes de violence qui ne sont pas forcément physiques. Donc, c'est très pernicieux. Il faut se rapprocher des professionnels qui aident aussi l'avocat à trouver des éléments et préparer le dossier. Donc, nous pouvons proposer d'intervenir auprès, quand c'est moins grave, bien évidemment, d'intervenir auprès de l'employeur. Si l'employeur n'est pas lui-même le harceleur, nous pouvons proposer d'intervenir auprès d'un médiateur. Nous pouvons aussi, bien évidemment, engager une procédure judiciaire. Si c'est une procédure qui concerne les agents administratifs, devant le tribunal administratif. S'il s'agit de secteur privé, devant le conseil de prud'homme. Alors, je suis heureuse parce que depuis 2002, nous constatons qu'on prend à bras-le-corps ce phénomène de harcèlement moral. Et c'est vrai que c'est depuis la loi du 17 janvier 2002, si ma mémoire elle est bonne, qu'on parle vraiment du harcèlement moral, qu'on définit ce que c'est que le harcèlement moral. Avant, les victimes étaient livrées à elles-mêmes parce qu'on n'arrivait pas à déterminer véritablement si on était dans le cadre de ce qu'on appelle le harcèlement moral et quelles pouvaient être les sanctions. Maintenant, la situation est, je dirais, pas simple, mais beaucoup plus facile quand même à prouver et les sanctions tombent nécessairement lorsqu'on arrive à prouver le phénomène, les faits de harcèlement moral. Alors, on va avoir tout à l'heure un témoignage anonyme au téléphone de Thérèse, mais avant, je voulais demander à Madame François, Guadab, c'est écrit sur votre feuille flyer, vous êtes victime. Alors, qu'est-ce qu'on vous proposez aux personnes qui sont victimes de harcèlement, d'une manière générale?
Alors déjà, avant de répondre à votre question, Monsieur Zandonis, je tiens vraiment à saluer le témoignage de Madame Cécé Vamur, puisque nous sommes confrontés effectivement à l'accompagnement des victimes de harcèlement moral, harcèlement sexuel, et nous savons ô combien c'est compliqué, c'est difficile de pouvoir dire qu'on est victime de harcèlement moral, et encore plus de le dire de manière publique. Donc vraiment, je tiens à saluer votre témoignage qui aidera son courage, qui aidera des victimes à parler et à savoir effectivement qu'il existe un dispositif législatif pour pouvoir les accompagner et les aider, mais surtout de savoir qu'il existe sur le territoire des associations d'aide aux victimes chargées justement de venir en aide à ces victimes. Nous, Guada France Victimes, nous sommes conventionnés par le ministère de la Justice. Nous sommes donc chargé de venir en aide à toute personne s'estimant victime, donc de faits de harcèlement moral, de faits de harcèlement sexuel et bien d'autres infractions pénales. Et concrètement, qu'est-ce que nous apportons à ces personnes victimes? Déjà, une écoute. Nous sommes avant tout un espace d'écoute, un espace pour permettre à ces victimes de verbaliser ce qu'elles vivent, de pouvoir mettre des mots sur la situation qu'elles vivent, parce que là, effectivement, Madame Cécé est arrivée à un parcours de son combat, mais il y a des victimes qui vivent ces situations et qui n'arrivent pas à verbaliser que la situation qu'elles vivent est une situation de harcèlement moral au travail. Donc, c'est les aider à ça. Et avant tout, leur proposer un accompagnement juridique. Donc notre accompagnement juridique va consister vraiment à pouvoir dire aux personnes victimes leurs droits, à pouvoir les informer sur les procédures, tout en ne remplaçant pas le rôle de l'avocat. Vraiment, notre mission sur l'aspect juridique va être une mission d'information. Également, à les aider lorsqu'elles souhaitent avoir et être assistées par un avocat, leur expliquer ce que c'est que le dossier d'aide juridictionnelle pour pouvoir prétendre à ce dossier qui justement permet à l'État de prendre en charge les honoraires de l'avocat lorsque ces victimes remplissent les conditions. On va également proposer un accompagnement psychologique gratuit avec notre psychologue spécialisé en psychotrauma qui va donc proposer des entretiens psychologiques à ces personnes victimes pour pouvoir les entendre, les accompagner, leur donner, si vous voulez, les premiers éléments pour pouvoir avoir les postures à acquérir lorsqu'on est victime. Donc, voilà. On va vous retrouver tout à l'heure. On part tout de suite au téléphone avec Thérèse, qui est une victime et qui voulait témoigner de façon anonyme. On va l'écouter. Oui, Thérèse, vous nous entendez? Oui, je vous entends, monsieur Zandonis. Alors, bonsoir à tout le monde. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est votre situation en tant que harcelé? Comment vous avez subi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre entreprise? On ne va pas nommer l'entreprise, mais enfin, on va vous écouter. Alors, pour revenir à ce que disait Madame François, donc j'ai fait partie de ces victimes qui ne pouvaient pas mettre un mot par rapport à la situation, parce que c'était très subtil. Donc, c'est aujourd'hui que je sais que j'ai été victime de harcèlement moral. Et après, quand on connaît la définition, donc ce sont des agissements en fait qui ont entraîné chez moi des dégradations de mes conditions de travail, et ça aboutit à l'atteinte de mes droits et une altération de ma santé en fait sur le plan physique. Et tout commence à cause d'un accident de travail. Donc en fait, je suis passée de l'employé modèle, de la meilleure employée à la pire en fait, tout simplement parce que je connaissais pas mes droits. Et quand j'ai voulu faire valoir mes droits, la machine s'est déclenchée. Donc, quand je dis la machine s'est déclenchée, les problèmes sont arrivés, en fait. Et comment elles se sont manifestées? Donc, ça commence avec des avertissements parce que vous ne remplissez plus les conditions, puisque j'ai eu un accident. Donc, au niveau de ma productivité, c'était plus pareil. Un accident sur votre lieu de travail ou à l'extérieur? Sur le lieu de mon travail, j'ai été victime d'un accident. Et mon employeur, ne voulant pas, parce que je comprends, hein, je sais qu'il y a des démarches qui sont certainement longues et pas forcément bénéfiques pour l'entreprise. Donc, ne voulant pas rentrer dans les démarches administratives, donc ils ont fait la sourde oreille pendant des mois. Et ce que je suis en train de vous dire, donc ça a commencé en août de l'an dernier et je suis encore dedans. Et aujourd'hui,
Donc la force, en fait, parce que je veux pas, si je dois parler, il y aura tellement de choses à dire. Donc je vais essayer de relater de rester sur l'essentiel, en fait. Et donc à la suite de mon accident de travail, je leur ai informé, je les ai informés. Ils ont fait la sourde oreille pendant des mois, donc ils n'ont pas enclenché les procédures nécessaires. Sans, les conséquences que ça a eu dans ma vie, pendant 10 mois, je n'avais pas de salaire, je suis maman, j'avais des charges, donc je n'ai pas pu payer mes charges. Donc, même au niveau de la sécurité sociale, donc quand on est en arrêt, quand on a un accident de travail, il y a un certain nombre de documents à fournir pour qu'on puisse être indemnisé. Donc, la sécurité sociale n'a jamais pu être en mesure de m'indemniser puisque ça dépend aussi de l'employeur. Et donc, pendant 9 mois, je suis restée sans indemnité, sans entrée d'argent, sans salaire, rien du tout. Et parallèlement à ça, en fait, comme c'était très subtil et c'était beaucoup dans la manipulation, dans des punitions infantiles, dans des mises à l'écart, ce sont des choses que j'ai subies, en fait, dans des menaces, dans des remarques blessantes, des critiques quotidiennes. Donc, je me suis renfermée sur moi-même et puis, limite, j'ai pensé que c'était normal, en fait. Donc, j'ai dû retourner au travail tout en étant malade parce que je ne savais pas. Et en retournant au travail, donc j'ai fait des demandes, il y avait des demandes verbales, il y avait des demandes à l'écrit, ils n'ont pas répondu à mes doléances. Donc du coup, ça a traîné dans le temps et c'est au moment où je rencontre des clientes, j'ai rencontré des clientes et puis dans mon entourage, je posais des questions, les gens me faisaient savoir que c'était pas normal. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pu avoir une certaine délivrance parce que je me suis toujours dit, j'ai toujours pensé, en fait, que ce que je vivais, ça n'arrivait qu'à moi, c'était de ma faute, est-ce que c'était pas à cause de ma négligence, est-ce que c'était pas... Je me suis complètement, j'avais une perte de confiance par rapport à moi, c'était fort, c'était très fort. En fait, vous étiez en train de vous culpabiliser, c'est ça? Exactement, je culpabilisais pour tout. Je me disais bon, je suis en arrêt. Est-ce qu'ils ont pas, peut-être que c'est pas rentable pour l'entreprise. Donc j'avais peur en fait de leur causer des problèmes. Je me disais bon, il faudrait que je fasse un effort tellement que je suis revenue travailler tout en étant malade. Et voilà quoi. Donc c'est. En un mot, Thérèse, aujourd'hui vous en êtes où? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors en un mot, aujourd'hui. Déjà, j'arrive à parler puisque je suis en train de vous parler. Je suis beaucoup plus forte parce que je suis soutenue par des syndicats. Aujourd'hui, je sais quels sont mes droits. Je connais mes droits, donc je ne me cache plus. Je n'ai pas honte, j'ai plus honte. Et je fais valoir mes droits. Donc, j'espère en tout cas que ce témoignage-là permettra à beaucoup de personnes qui sont dans des situations où ils n'osent pas parler parce que certainement, il y a de l'intimidation au niveau des patrons. Il y a de l'intimidation même au niveau des salariés. Donc, j'espère en tout cas, déjà, ce serait bien qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, parce que moi, je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule avant de rencontrer toutes ces personnes compétentes qui m'ont aidée à déjà, comprendre que ce n'était pas de ma faute, et deux, à m'aider à faire valoir mes droits, en fait. Donc, en un mot... Bien, je vous remercie, Thérèse. Si besoin, peut-être qu'on vous rappellera. Alors, je m'adresse de nouveau au psychologue, à M. Spéronel. Tout à l'heure, Maître Bangou disait que, effectivement, c'est vrai que le harcèlement, il est physique. Enfin, il n'est pas physique, il n'est pas visible, mais il est moral. Et il y a une atteinte à la personnalité. Alors, obligatoirement, pour que ça marche, il faut que la personnalité, d'une manière ou d'une autre, se sente accusée et accuse le coup. Alors, les atteintes portent sur un déni de la personne, de sa compétence, de sa valeur, de sa sensibilité, de ses connaissances, et peut-être même, comme ça a été dit tout à l'heure, hier, elle était compétente, elle était bien, elle était valorisée, et aujourd'hui, elle est moins que rien. Donc, toutes ces atteintes portant sur la dimension psychique de la personne entraînent une perte d'image interne, un effondrement de l'image interne, et à partir de là, tout peut rentrer. Alors, du stress attire l'arigot, mais aussi un processus assez curieux dans lequel le sujet harcelé va pratiquement chercher à expliquer ou à justifier son harceleur. Donc, on a des relations qui sont extrêmement ambiguës. Parfois, on parle de syndrome de Stockholm, entre l'harcelé et l'harceleur, parce que l'harcelé va se mettre en position de minoration par rapport à ça. Donc la réponse, elle est très importante, elle est juridique bien sûr, c'est clair qu'il y a un arsenal très important maintenant. Alors c'est relativement récent, hein, parce que pendant longtemps dans les sociétés, ça passait, ça ne posait pas de problème. On ne pouvait pas savoir. Non, il y avait...
tout ça est arrivé juridiquement quand le sujet a émergé, le sujet en tant que personne de droit. Et c'est relativement récent, parce qu'avant, l'individu, ce n'était pas le sujet porteur de droit qui existait, mais l'individu. Il y a des traditions en Guadeloupe d'harcèlement entre les communes, entre les couleurs, entre les sociétés, sans que jamais on ait posé ce problème-là. Alors, il y a une double évolution. Une évolution du statut du sujet qui a été importante et une évolution sociétale qui fait qu'on n'a plus posé maintenant l'individu comme porteur de droit et comme sujet désirant. Et puis, il y a effectivement tout l'accompagnement qu'on peut faire, et Madame en parlait, qui peut aider. Mais je crois que ce qui est très important pour que ça commence à marcher, c'est du côté de l'harcelé, trois positions. Premièrement, alors nous, ce qu'on fait, c'est une thérapie cognitive. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire entrer des messages dans la tête de la personne détruite par un petit peu toute cette situation, la revalorisant, la mettant en situation d'être capable d'affronter autrui et de trouver qu'elle a de la valeur. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est une dimension psycho-émotionnelle. Il ne faut pas que les choses l'atteignent aussi facilement que ça. La personne est poreuse, elle est littéralement sensible à toute espèce de tonalité de l'environnement. Or, vous savez très bien que l'émotion ou le regard, même le regard des fois, peut justifier des choses. Et la troisième dimension, sur les thérapies comportementales, pour donner des outils pour répondre à des situations objectives. Et qui ne sont pas uniquement des situations psychiques. Et ça aide à s'en sortir un peu. On y revient tout de suite après la pause. On prend la première pause de ce débat. Il est 13h25. Dans un instant, on reprend la suite de ce débat sur les agissements du harceleur et les conséquences sur la victime. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est 13h31 avant de retourner dans le débat sur le harcèlement moral. Tout de suite, on retourne sur l'actu avec Iman News. Oui, retour sur l'actu. On va se diriger vers nos voisins caribéens qui vont célébrer le Grenade en particulier, qui va célébrer la journée du CARICOM avec un jour férié, qui va fêter le CARICOM, qui va fêter son 50e anniversaire. Et justement, en lien avec ce CARICOM, il y a eu une réunion qui a eu lieu à la rencontre des États-Unis pour parler justement de la crise haïtienne, une crise qui est, comme on le sait, dure depuis longtemps. 3 journées de dialogue n'ont pas permis justement d'avoir un vrai résultat et de parler des contentieux qu'il pouvait y avoir pour pouvoir trouver une solution à la crise haïtienne. On va voir sans transition aujourd'hui le contrat 2 pays départements. Qu'est-ce que c'est? C'est des actions qui sont mises en place justement pour accompagner les communes et les collectivités. Après Pointe-à-Pitre, Marie-Galante, Vieux Habitants, c'est le tour de Terre de Haut. On voit un reportage d'Olivier Félix. Je suis, un maire heureux et aussi heureux pour ma population, bien entendu, puisque ce sont des engagements de campagne que nous avons contractualisés avec la population il n'y a pas très longtemps et qu'aujourd'hui, le président du département a respecté son engagement en faisant d'aujourd'hui, le 14 juin, cette signature de contrat pays. Oui, ce n'est qu'un satisfecit, effectivement, en ce sens que, au travers de ce contrat, nous allons aborder plusieurs améliorations. Effectivement, aujourd'hui, nous signons le 10e contrat pays. J'ai eu l'occasion de dire que je veux considérer la Guadeloupe avec son caractère archipélagique, puisque nous sommes constitués de plusieurs îles et nous avons déjà signé avec Marie-Galante les 3 villes, avec Terre de Bas. Aujourd'hui, c'est Terre de Haut qui montre bien cette prise en considération du caractère archipélagique de la Guadeloupe. Je me suis engagé vis-à-vis de l'équipe municipale pour que nous puissions très rapidement les accompagner. On connaît quels sont les besoins. Tout nous arrive par la mer. Donc, naturellement, avec le projet de la déchetterie, nous avons vu effectivement notre arrière-quai s'amenuiser en termes d'espace. Et donc, le peu d'espace aujourd'hui doit être repensé. Et l'aménagement d'une plateforme de déchargement s'avère indispensable, parce que ça n'a pas été prévu dans le projet déchetterie. Donc, j'ai expliqué au président qu'il nous fallait agir dans l'immédiateté, car tout nous arrive par barge. Donc, c'est une question qui nous préoccupe, mais pour laquelle aussi le président a été très sensible et tient à nous apporter une solution concrète aussi dans les meilleurs délais. La culture n'est pas en reste, car
nous avons proposé la mise en place, la création d'un tiers-lieu, d'une médiathèque, espace qui sera ô combien important pour notre jeunesse, mais aussi pour les moins jeunes. Donc des choses qui sont au niveau de culture, qui, j'ai envie de dire, qui étaient en jachère depuis nombre d'années et qui, demain, va trouver une concrétisation avec la rénovation de l'ex-caserne. On voit de par la bâtisse, les murs, que c'est un bâtiment très solide, mais qui peut être encore plus beau, notamment avec l'aide du 1% artistique. Et sur 2 niveaux, donc je pense qu'on peut très bien concevoir une petite salle d'exposition qui met en valeur les artistes locaux, aussi les artistes de Guadeloupe, et pourquoi pas d'autres artistes internationaux qui pourront, à travers des séjours, des petites contributions pédagogiques, venir ici sur le site et valoriser cette future bibliothèque multimédia, ce tiers-lieu que tout le monde espère de ses voeux ici à Terre-de-Haut. Donc une très grande satisfaction, et ce que je souhaite, c'est que nous puissions concrétiser tout cela, donc des travaux qui commenceront dès le mois de juillet. Voilà. Retour donc sur le débat sur le harcèlement avec Chantal Cissé Vamur, Raphaël Spironel, Tania Mangou et Sandra François. Et je pose la question tout de suite aux psychologues. Les gens, femmes ou hommes qui sont victimes de harcèlement, je ne suis pas sûr qu'il y ait des médicaments réels, mais psychologiquement, comment on les traite? Tout à l'heure, on donnera la parole à Mme Cissé, mais le psychologue, qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, ce n'est pas une maladie, au sens somatique, physiologique du terme. Mais c'est vrai qu'en période d'urgence, quand on est à l'acmé de la dépréciation de soi, les médicaments peuvent aider quand même à supporter un petit peu la personne, mais attention à ne pas rentrer dans une addictologie, dans une dépendance aux médicaments. C'est toujours ce qui se passe avec la dimension psy. Donc, à un moment donné, au départ, et les médecins le savent très bien, le médicament peut aider, ça donne un coup de fouet, et ensuite, le relais est fait par des gens comme... par la vie... En fait, il faut restituer autour de la personne la solidarité, la communauté de compétences qu'il y a et d'accompagnement. Il faut rapporter du vivant, il faut rapporter de l'amour, hein, ça a été dit de manière claire, il faut rapporter de l'espérance et rapporter aussi de manière très concrète des plans d'action pour répondre à la situation. Parce que ce n'est pas un fantasme. Une personne qui est harcelée, peut-être dans un premier temps, elle n'y croit pas trop, elle ne le voit pas, mais une fois que le fait est constitué, même si la réalité de ce fait est une réalité psychique, c'est une réalité quand même. Et cette réalité psychique devient une vérité pour la personne. Donc il faut trouver des réponses objectives qui vont l'aider à sortir de cette impasse-là. Madame Cissé Vamur, comment justement vous êtes sortie de cette situation qui a duré et qui semble, j'ai envie de dire, perdurer? Alors nous avons tous un psychique différent. Nous vivons les situations différemment. Donc déjà, moi, j'ai quitté le milieu professionnel, hein, parce que tout ce que j'ai essayé n'a pas abouti. Par exemple, j'ai fait une demande auprès de l'assistante sociale qui se trouve à la DAF pour pouvoir bénéficier de 3 séances chez un psychologue qui est payé par le ministère de l'Agriculture. Elle a refusé. J'ai essayé de faire une demande d'aide mais il faut savoir que le dernier proviseur avait saisi la commission de réforme pour pouvoir statuer sur une demande d'accident de service. Mes papiers sont restés coincés, gelés au sein du lycée agricole, ce qui fait qu'au ministère de l'Agriculture, on ne connaissait pas vraiment mon statut. Et au lieu d'être payé à 100%, j'étais payé à 50%. Donc j'étais obligée de faire attention à ma bourse pour pouvoir ne pas faire n'importe quoi. Je me suis retrouvée sans mutuelle parce que le ministère de l'Agriculture, à force de ponctionner sur ma fiche de paye, il ne restait plus grand-chose pour me permettre de survivre. Donc, pendant toute la période... Survivre. Donc, pendant toute la période du Covid, je ne savais pas que je n'avais pas de mutuelle. C'est tout récemment, il y a à peu près 6 mois, j'avais fait une demande pour pouvoir acheter mes lunettes. Je me rends compte que je n'avais pas de mutuelle parce que le ministère n'a pas payé ma mutuelle. Puis, il ne me restait plus beaucoup d'argent. S'il avait ponctionné sur ma mutuelle, je me serais retrouvée en train de crever de faim. Donc, je me suis posée à un moment donné, parce que rester au lycée, ça devenait très toxique. Je me suis posée, j'ai quitté l'établissement, j'ai été mise en arrêt de travail. La commission a statué avec un avis favorable sur la demande d'accident de service depuis 2019. Je suis restée à 50%. Il n'y a que 3 mois
au mois de mars que mon salaire a été rétabli. Pourquoi? Parce que j'ai saisi le ministre de l'Agriculture par le biais de son cabinet et l'affaire a été médiatisée. C'est comme cela que ces gens-là ont compris que ce n'était pas un jeu, c'était du sérieux et qu'il fallait me payer pour que je puisse enfin vivre. Alors, je ne voulais pas me jeter sur les médicaments, je suis anti-médicaments. Je me suis retrouvée, parce que je suis asthmatique chronique, je veux le dire aujourd'hui, j'avais évité de le dire la dernière fois, je multipliais les crises d'asthme et je me retrouvais aux urgences de l'hôpital presque sans soins parce que je n'ai pas de mutuelle. Et donc, j'ai commencé à faire du sport. J'allais courir tous les matins en pleine nature et je suis quelqu'un qui a la foi, donc je me suis raccrochée à ma foi. Et aussi, je me suis posée pour pouvoir évacuer un petit peu ma douleur, évacuer toute la rage que j'avais en moi et me poser les bonnes questions. Et c'est à ce moment-là, donc, comme je viens de vous dire, j'ai fait, les médias se sont mêlés à cela. Et lorsque j'ai relayé l'information auprès du ministère avec des justificatifs, parce qu'il faut des justificatifs pour qu'on puisse vous croire. Donc, j'ai envoyé tous les justificatifs. J'ai eu cette force-là, parce qu'on peut ne pas avoir de la force pour faire tout ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'il fallait rétablir mon salaire. Mais je vais dire quelque chose qui... vous savez, en temps normal, il y a des choses qu'on fait au quotidien. Je suis arrivée à un moment où j'avais du linge à laver, j'entassais le linge chez moi et je ne savais plus comment laver le linge. Jusqu'au jour où, après des mois, je me suis rappelé qu'il faut trier le linge par catégorie pour le laver. Pour moi, c'était déjà une victoire. Quelque chose que je fais tous les jours. Je n'avais pas la force de prendre un chéquier, de faire un chèque pour payer mes dettes. Et j'ai commencé à faire des crises de boulimie en plus des crises d'asthme. Et j'avais pris 40 kilos. Et c'est au moment où je me suis jetée sur le sport, je me suis dit stop, il faut que j'arrête. Je me suis reprise en main, j'ai perdu les kilos, j'ai recommencé à avoir confiance en moi. J'ai recommencé à m'insérer dans la vie sociale. Que j'ai commencé à prendre vraiment, que j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse. Et aujourd'hui, je fais tout ce qu'il y a à faire parce que ces gens-là, il faut qu'ils se rappellent que le harcèlement, ce n'est pas une petite affaire. Alors justement, la réponse juridique, Maître Bangou, face à tout ça, à ce type de problématique. Alors, ça dépend du secteur. Apparemment, madame travaillait dans le secteur public. C'est ça. Si je comprends bien, d'accord. Alors, quand il s'agit alors, si je comprends bien, c'est votre supérieur hiérarchique, oui. Le ministère, ou alors vous aviez un supérieur hiérarchique au niveau même du lycée le proviseur qui vous faisait subir le proviseur du lycée. Chaque fois, ça a été, dans un premier temps, c'était la chef de service qui a été remerciée avec le proviseur qui était en poste, parce que lorsque le ministère envoyait du monde, on a fait croire que je ne travaillais pas, que j'étais une fainéante. Dieu merci, il y a un inspecteur qui avait ramené toutes mes fiches de notation et qui a déposé les fiches de notation sur le bureau du proviseur, lui a demandé, mais dites-moi à quel moment qu'elle n'a pas fait son travail, parce qu'elle a toujours fait son travail pendant 30 ans en France métropolitaine. Et après, donc c'est un proviseur qui est arrivé en 2019. J'avais mis en place un projet. Les collègues ont trouvé qu'il n'était pas à moi de faire ce projet-là, alors que c'est moi qui l'ai initié. Et donc ce proviseur est arrivé avec des idées, des choses qu'on lui avait racontées. Et il a décidé également de me mettre en harcèlement. Et deuxième chose, je me suis retrouvée encore en train d'errer au sein de l'établissement, parce que mon bureau, on croit que c'est un hôtel 5 étoiles. J'ai la chance d'être seule dans un bureau. Eh bien, mon bureau était verrouillé également, comme la première fois. D'accord. Alors, je posais la question justement parce que le harceleur, ce n'est pas forcément l'employeur. Ça peut être le supérieur hiérarchique qui dépend encore de l'employeur. Ça peut être un collègue, parce que vous pouvez subir aussi du harcèlement de la part de collègues. Absolument. Et la réponse sera différente en fonction qu'on soit en présence de l'employeur ou du collègue. Mais d'une manière générale, il faut aussi poursuivre l'employeur, surtout lorsqu'il n'a pas pris les mesures qu'il fallait pour enrayer ce phénomène de harcèlement au sein de son établissement, ou qu'il n'a pas pris les mesures adéquates à l'encontre du harceleur, le collègue ou peu importe la personne. Et ça peut être aussi un sous-traitant qui a signé un contrat, par exemple, avec l'entreprise. Donc, pour vous dire que le harceleur, ce n'est pas forcément celui qui est au-dessus, mais c'est celui qui est aussi à niveau. Et même celui qui est le subordonné. Parce que vous pouvez être supérieur hiérarchique, ne pas être l'employeur, mais aussi subir du harcèlement de la part
d'un salarié ou de quelqu'un qui est sous votre subordination. Mais alors, dans ce genre d'affaires, je vous pose la question en tant qu'avocate, est-ce que vous gagnez souvent contre les harceleurs ou alors est-ce que, parce que depuis la nouvelle loi, il y a 2012 je crois, 2002 pardon, est-ce que les résultats sont probants? Alors, de plus en plus, nous avons de plus en plus de chances d'obtenir gain de cause. C'est vrai que c'est quand même un travail, je ne dirais pas fastidieux, mais c'est un travail de longue haleine. Il faudrait que les victimes qui engagent une procédure s'arment de patience, c'est comme pour toutes les procédures, mais il y a quand même, si les éléments sont avérés, si vous avez des preuves, pouvoir gagner votre procès. Ce que je dis, en tout cas, c'est que au fur et à mesure, nous avons de la chance d'avoir une amélioration au niveau de la charge de la preuve, ce qui facilite le travail de l'avocat, le travail de défense. Parce que vous savez, tout dépend, quand vous demandez quelque chose, il faut rapporter la preuve. La preuve a été facilitée, la charge de la preuve a été facilitée. Cette preuve, la charge, n'incombe pas uniquement à la personne qui est victime du harcèlement, mais aussi à la personne qui est poursuivie, au défendeur. Mais en termes de résultats concrets, en termes de résultats, je dirais que ça va nettement mieux. Ça prend du temps, mais nous obtenons gain de cause. Après, bien évidemment, vous avez toutes sortes de cas de figure. Il y a des personnes qui se disent victimes de harcèlement et finalement ne vous apportent pas tous les éléments pour pouvoir les défendre comme il faut. Vous avez aussi d'autres personnes qui affabulent et qui vont vous dire « je suis victime de harcèlement moral » et ils s'avèrent en fait que ce sont des personnes de mauvaise foi. Ça existe aussi, c'est dans une petite proportion, mais ça existe. Mais c'est à nous aussi de faire le tri lorsque nous recevons un client, d'analyser le dossier, de voir ce qui peut nous aider à constituer le dossier et à poursuivre la procédure en vue d'obtenir gain de cause. Et parfois, c'est un petit peu plus subtil et plus compliqué et vous vous dites, peut-être que si nous nous orientons vers une procédure contentieuse, vers le tribunal administratif ou vers le conseil de prud'homme, c'est 50-50, ça peut ne pas marcher. Pourquoi ne pas essayer la médiation? Donc, et vraiment, nous obtenons aussi de bons résultats quand on passe par la médiation. Alors, je me tourne vers Madame François. En général, on va d'abord chez vous ou d'abord chez l'avocat? Alors vraiment, il n'y a pas de règle. Hein. Nous avons des victimes que nous accompagnons qui ont déjà fait le choix d'un avocat et même les avocats dirigent vers Guada France Victimes. Et quand nous recevons donc les victimes, nous n'hésitons pas à les inciter à se rapprocher pour être assistés d'un avocat lorsqu'il y a les éléments constitutifs du harcèlement moral pour pouvoir justement aller vers une procédure judiciaire, donc à diriger vers les avocats. Un petit point important selon moi à préciser justement parce que je représente une association d'aide aux victimes, rappeler que les victimes d'agissement de harcèlement moral, les victimes peuvent être des salariés en contrat à durée déterminée, ça peut être également des salariés en contrat d'apprentissage, ça peut être des stagiaires, donc il est important de rappeler ça, et il est également important de rappeler que le harcèlement moral est différent du conflit individuel avec un salarié ou avec un supérieur hiérarchique. Et ça, c'est vraiment important à signaler. Autre chose, Madame Cécé Vamur a vraiment donné une illustration de ce que peut être le harcèlement moral. Elle a parlé justement de privation des outils de travail puisque son bureau a été fermé, elle n'y avait plus accès. Mais ce harcèlement moral peut également être constitué quand il y a des sanctions disciplinaires injustifiées qui sont données aux salariés. Ça peut également être le cas quand il y a une mise à l'écart, mais une mise à l'écart sans justement fournir aux salariés les outils de travail pour continuer à travailler. Ça peut être aussi le fait d'attribuer aux salariés un local où il ne peut pas exercer de manière appropriée ses missions. Donc vous voyez que sous l'appellation harcèlement moral, le harcèlement moral est œcuménique, c'est-à-dire universel pour englober toutes les souffrances qu'il peut avoir au sein du travail. Nous accompagnons actuellement des victimes d'harcèlement moral au travail et qui sont vraiment dans des difficultés physiques parce que
on oublie souvent de parler de cette souffrance de la victime, qu'il y aura effectivement un manque de confiance en soi parce qu'elle va venir à douter elle-même de ses capacités, de ses compétences. Elle va parfois dépérir physiquement, c'est-à-dire sa posture va changer par rapport à elle-même dans sa vie de couple également, puisque ça va se déplacer, cette souffrance. Et puis également, on va parfois constater un laisser-aller vestimentaire. Une personne qui peut-être parfois était très coquette va se laisser aller, ne plus porter de maquillage, ne plus se coiffer comme auparavant. Donc tout cela, ce sont des signes de souffrance dans la relation, dans le cadre du travail. Et nous, en tant qu'association d'aide aux victimes, notre mission va être vraiment de redonner confiance à ces personnes qui ont fait le choix de venir nous voir. Elles peuvent venir nous voir soit de manière spontanée, donc nous coordonner le 05 90 84 22 86, et nous recevons au centre Sainte-Jeanne-Perse, au 3e étage, donc tous les jours, du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi après-midi. À la fin de l'émission. On retourne vers Thérèse, parce que Thérèse, je crois, je ne sais pas si elle nous entend. Elle nous entend, allô? Vous entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors la question que je vous pose, c'est, on a parlé tout à l'heure du retour à la justice, mais vous êtes passé par le prud'homme. Alors comment ça se passe exactement? Alors, c'est vrai que je suis passée au prud'homme en dernier recours, parce que je n'en tirais pas, j'avais un petit peu peur quand même, puisque je me suis rendu compte que ça prenait des proportions que je ne m'attendais pas. C'est vraiment un secteur de saison, des choses qui n'étaient jamais arrivées. Et pour revenir à ce que disait Madame l'avocate, tout ce que vous avez décrit, c'est exactement tout ce que je vivais, c'est ce que j'ai vécu. Donc déjà, administrativement parlant, je n'avais plus de force. J'avais plus de force physique pour me lancer dans aucune procédure. Et c'est vraiment parce que j'avais des personnes solides à côté de moi que j'ai pu justement aboutir et entamer une procédure au sein des prud'hommes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la procédure elle va être enclenchée dans les prochains jours parce qu'on n'a toujours pas obtenu, du moins moi, je n'ai toujours pas obtenu gain de cause à ce niveau-là. Et ils refusent de prendre en considération mon accident du travail. Ils ont usurpé pas mal de... Enfin, pour moi, c'est de la fraude puisqu'ils sont passés à côté de pas mal de décisions. Ils veulent vraiment pas que je puisse... bénéficier de mes droits. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Même si j'avais peur au départ, là, je suis prête en tout cas à enclencher une procédure au niveau des prud'hommes. Bien, je suis représentée, je ne le fais pas seule parce que toute seule, je n'aurais pas pu. De toute façon, vous pouvez prendre contact avec l'association de Mme Sandra François Le Guadave. Alors, je reviens vers le psychologue. Merci Thérèse. Bon, on a parlé de la personne harcelée, mais le harceleur, il est guérissable ou pas? Ça dépend. Et souvent, on s'aperçoit que c'est la situation qui fait le larron, hein, ou le larron qui fait la situation. Ça peut être très ponctuel, comme ça peut être des fois des comportements, et dans ce cas-là, c'est un problème de management. Ça peut être des comportements, une tendance comportementale qu'on va trouver chez le harceleur, surtout dans le cas des hiérarchiques. Les relations sont toujours dissymétriques. Et il se trouve que la personne dans le management qui va être, quand elle est harceleuse, va souvent dans le management lui-même, hein, va être dans une position. Alors, ça peut être momentané, je disais, comme ça peut être un peu continu. Mais c'est pas d'une manière générale, c'est pas une attitude constante. Ça se situe par rapport à une situation, à un moment donné, dans une interaction avec une personne donnée, dans un environnement donné. Et des fois, ça ne se reporte pas à d'autres situations. C'est pour ça que c'est parfois très difficile à identifier. Madame Cécile, vous avez parlé tout à l'heure de vous remettre entre guillemets, puisque le sport, etc. Quel conseil vous pouvez donner à une harcelée aujourd'hui ou à un harcelé qui n'a peut-être pas l'opportunité de s'exprimer ni d'aller trouver les aspects juridiques, c'est-à-dire un avocat ou le Guadave? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors, je me garderai bien de donner des conseils aux gens parce que tous les cas sont différents et personnels. Parce que j'ai constaté que tous les gens qui viennent vers moi, il y a des gens qui me reconnaissent après l'émission et qui viennent vers moi, qui me font savoir qu'ils sont en train d'être harcelés. Même une dame qui travaille dans l'administration aussi et qui est à la retraite, même elle a peur
alors qu'elle est déjà à la retraite, donc elle ne va pas retourner à son travail, mais elle ne craint plus rien. Donc elle a peur de se manifester, donc je vais me garder de donner des conseils aux gens. Mais moi, je sais que j'ai entendu la personne qui a témoigné dire qu'elle a eu peur. C'est vrai qu'à un moment donné, on prend peur. Mais très vite, je suis sortie de cela. Je me suis arrangée aussi pour ne pas rentrer dans vous l'avez dit tout à l'heure, oh là là, j'ai des trous de mémoire, c'est incroyable. Ça fait partie aussi de tout ce que j'ai récupéré comme symptômes après cette histoire-là. Et même des choses les plus banales, je ne trouve pas le nom du stylo, des choses comme ça. J'ai fait attention de ne pas entrer dans le syndrome de Stockholm, pour ne pas me dire que c'est lui qui a raison. Je savais qu'il avait tort. Pour me dire que c'est moi qui suis nulle. Non, je savais que je travaillais, que j'aimais mon travail, que j'avais déjà donné quelques années de moi-même pendant 30 ans en France métropolitaine, donc je savais très bien que ça ne venait pas de moi. Et je n'ai pas pris de médicaments, je ne voulais pas. Mais comme je viens de dire, j'allais courir tous les matins, alors que c'est quelque chose que j'aime pas forcément, mais j'allais courir parce qu'il fallait que je me dégage un peu. Et j'ai commencé aussi à mettre en place des loisirs tels que le bacrois, la peinture, le canage. Voilà, pouvoir m'aider à évacuer tout ce que j'avais dans la tête, parce que je souffrais terriblement de migraines. Et il fallait à un moment donné que j'arrête les migraines aussi. Et je ne voulais pas prendre de médicaments. Donc, ça a été ça ma thérapie, toutes ces choses-là, et pouvoir m'en sortir, parce que je voulais gagner. Je voulais gagner ces gens-là. Et je me suis servi de leur faiblesse pour pouvoir en faire ma force et trouver les bonnes portes de sortie, mettre autour de moi les bonnes personnes pour pouvoir m'en sortir. D'accord. Oui, alors, ce que je voulais rajouter, c'est qu'actuellement, avec la période que nous vivons maintenant, la pression sur les travailleurs va se faire de plus en plus, c'est clair. Cette pression, elle tient à trois choses. D'une part, la pression elle-même que reçoivent les entreprises, les managements, et qu'il faut que les situations de travail soient de plus en plus tendues. Il y a d'autre part en Guadeloupe, actuellement, on assiste aussi à une accélération des nouveaux modes de management, et qui vont exiger du personnel ou des personnels des applications par rapport auxquelles, pendant longtemps, ils avaient pris du recul. Et puis, il y a un troisième truc qui s'est passé. Il y a la suite aussi du Covid. Le Covid a eu énormément d'impact sur des gens dans un deuxième temps. Et on a maintenant des queues de comètes avec des situations de ras-le-bol, de fatigue qui sont liées directement au Covid. Et puis, il y a toutes ces évolutions technologiques. Je me rappelle, il y a encore 2-3 ans, ça correspondait aussi un petit peu avec le Covid, tout ce qui était autour de la numérisation, de la digitalisation de la communication et tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont décroché. Tout ça, ce n'est pas du harcèlement, mais c'est des situations de souffrance au travail. C'est des situations où il faut absolument que les chefs d'entreprise mettent en place des stratégies d'accompagnement, d'appui et d'aide. Sinon, ça va devenir des situations très difficiles pour les travailleurs. Et on est en train de vivre cette mutation-là dans le monde du travail en Guadeloupe actuellement, avec de plus en plus de laissés pour compte qui vont peut-être faire le lit des situations de harcèlement. Alors, juste deux derniers mots, on va conclure, oui, allez-y. Justement, en matière de stratégie d'accompagnement, nous, au départ, nous avons proposé des ateliers d'estime de soi avec une coach comportementale et également des ateliers coach sportif avec une coach sportif où nous avons donc des cours le samedi matin à 10h aux Abîmes, ouverts justement aux personnes victimes de harcèlement moral au travail, et enfin un atelier self-defense avec un club de karaté aux Abîmes qui sont également ouverts à ces personnes victimes. Et actuellement, nous avons 2 victimes qui ont participé à ces ateliers coach sportif et self-defense, et nous voyons effectivement une reconstruction, une métamorphose et une envie de se battre et justement d'aller plus loin. Donc ce sont, à mon avis, des éléments qui peuvent aussi aider ces personnes victimes. Un dernier mot, Maître Bangou. Alors, je voudrais dire aux personnes victimes de harcèlement, n'ayez pas peur. Elle disait tout à l'heure, Thérèse, qu'elle a eu peur, qu'elle était tétanisée. N'ayez pas peur, osez. Il y a de multiples intervenants en matière de droit du travail, dans le domaine du travail. Vous pouvez intervenir auprès de l'employeur, qui est le premier en ligne, si ce n'est pas lui le harceleur, bien évidemment. Le conseil, le comité social économique, vous pouvez intervenir auprès des syndicats, vous pouvez intervenir, je ne parle même pas des avocats ou des associations qui interviennent, qui peuvent les assister, qui peuvent les orienter et défendre leurs intérêts, mais il y a un panel de professionnels qui
gravitent autour du monde du travail, la médecine du travail, l'inspection du travail. Donc, il y a des gens qui sont à votre écoute. Et c'est ce que je voudrais dire. Osez, ne restez pas dans votre coin. Vous êtes victime de harcèlement moral, il faut réagir. Madame Cissé, on prend un mot pour le 4e épisode de votre, entre guillemets, de votre thérapie médiatique. Bien sûr, parce que j'ai rencontré des gens qui ne sont même pas harcelés, qui m'ont dit, Madame, continuez l'émission. Vous avez libéré la parole, continuez à libérer la parole, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas et qui n'osent pas. Donc, osez, merci d'être là, mais osez, ne lâchez pas l'émission. Donc, pour eux, pour moi aussi, parce que ça me sert de thérapie, je voudrais aller le plus loin que possible. Oui, merci. En tout cas, il est 14h. Un rapide retour à l'actualité avec Iman avant de conclure. Retour sur l'actualité. Aujourd'hui, nous avons traité de la signature du projet protégé qui a eu lieu lors de la visite de Bérengère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Nous avons aussi parlé de cette consultation publique en lien avec le plan climat, air, énergie. Nous sommes tournés vers la signature de ce contrat pays-département sur Terre de Haut et nous n'avons pas pu voir le dernier sujet qu'on verra sûrement demain. On verra demain, en tout cas. Merci en tout cas à tous. Merci à M. Spéronel, merci Maître Bangou, merci Mme Sandra François du Guadeloupe et bien sûr merci à Mme Cécile Vamur pour son courage, sa témérité et aussi on attend la suite puisque visiblement il y a encore, comme on dit, ni bois d'ailleurs. Voilà, il est 14h01, on termine, on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle session du ZCL News ce soir, vendredi. À tout de suite.